Et on va maintenant faire un tour du côté des consommateurs et analyser cette relation entre agriculture biologique et biodiversité du point de vue des consommateurs et de leur compréhension dans des situations de marché. Donc je vais donner la parole à Léa Lecomte. Et bien sûr, il y a le quiz avant. Donc Léa Lecomte, elle est enseignante-chercheuse ici à Bordeaux Sciences Agro en économie. Elle fait notamment de l'économie expérimentale, donc c'est-à-dire qu'elle essaye de reproduire ce qui se passe sur les marchés en conditions contrôlées pour essayer d'avoir des signaux de ce qui se passe, notamment quand on manipule ces différentes informations, ces logos. Donc la première question qui vous est posée, vous êtes en train d'y répondre. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais répondre à cette question directement parce qu'elle me sert un petit peu d'introduction et je ne vais pas forcément le développer dans mon exposé. Alors là, il s'agit bien de sur 100 consommateurs pour un produit donné, combien achètent en majorité donc la version bio de ce produit. Eh bien, vous êtes plus pessimiste que je le pensais puisqu'il s'agit de 29%. Par contre, quand on s'intéresse à des consommateurs qui vont être finalement plus réguliers pour différents types de produits, ce chiffre descend drastiquement puisque quand on va jusqu'à 5 produits bio, eh bien, ce chiffre descend eh bien, à 9%. Donc voilà, c'est un petit peu pour mettre en perspective ce que représente la consommation de bio. Et là, on est sur des consommateurs qui consomment en majorité et donc pas non plus systématiquement. OK. Voilà, on passe à la deuxième question. Les consommateurs estiment généralement qu'un produit portant le label bio est plus naturel et transparent, meilleur pour la santé, de meilleure qualité, produit localement ou préserve obligatoirement mieux la biodiversité. On a le droit à plusieurs réponses ou aucune. Attention, plusieurs réponses est un indice. Alors pour le 5, les gens sont biaisés parce qu'ils ont entendu Adrien juste avant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le terme de la santé qui ressort très fortement et donc qui va sans doute revenir tout à l'heure sur la table ronde. Léa, on te laisse la main. Je vais vous parler donc du rapport des consommateurs au label bio et en particulier à leurs attentes concernant la préservation de la biodiversité sur les exploitations agricoles qui sont conduites en bio. Et pour ça, je vais vous présenter des travaux que nous avons menés donc, avec des collègues économistes de Bordeaux Sciences économiques, Éric Guerreiro et Stéphanie Pérez, mais aussi avec un œnologue de l'UMR œnologie de l'Université de Bordeaux, Gilles de Revel, ainsi que nos collègues de l'UMR SAV, maintenant chère agriculture biologique, Adrien Ruche et Pauline Toll. Et donc, du coup, je vais vous présenter ces travaux qui sont des travaux qui sont conduits en économie expérimentale sur le consentement à payer des consommateurs pour la certification des vins biologiques, et ceci intégrant l'influence des effets de halo du label bio sur le comportement des consommateurs. Bon, ce n'est pas la façon la plus sympathique de commencer une présentation dans un séminaire de vulgarisation scientifique, mais ne vous inquiétez pas, je vais expliciter tous ces termes en suivant. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'est intéressé à l'influence des croyances des consommateurs sur leur comportement de consommation. Et en fait, pour parler de cette influence des croyances, il est nécessaire de faire un petit pas de côté vers la littérature en psychologie et de parler de ce qu'on appelle les effets de halo. Donc un effet de halo, c'est un biais cognitif qui est très connu en psychologie et qui a été pour la première fois nommé par Thorndike en 1920. Et finalement, on peut le définir comme ce que je vous ai écrit ici. C'est l'influence forte d'une caractéristique sur la perception de toutes les autres caractéristiques à considérer, voire de l'entité elle-même. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'effet de halo, il va perturber la perception qu'un individu il va avoir d'un autre individu, d'une situation ou, dans le cas qui nous intéresse, d'un produit, à partir de la première impression qu'il va avoir. Donc, par exemple, considérons une première impression positive. L'individu a la caractéristique positive numéro 1. Et donc, l'effet de halo va faire en sorte qu'on va associer à cet individu de nombreuses autres caractéristiques positives. Et ça va donc perturber notre analyse globale de cet individu ou de ce produit. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important de savoir ce que c'est que les effets de halo dans l'exposé d'aujourd'hui ? Parce que ça nous permet de mieux comprendre pourquoi, sans qu'on leur promette explicitement quelque chose, ou sans que finalement ce soit développé ou étayé comme tel, les consommateurs vont associer
des bénéfices non prouvés ou non clairement issus des engagements du cahier des charges à des produits qui portent notamment des labels qui sont très positifs et très rassurants, comme celui du label bio. Et on a de nombreuses études qui sont intéressées à caractériser ces effets. Et donc là, vous allez retrouver les résultats de la question que je vous ai posée. Donc les consommateurs considèrent que les produits bio sont meilleurs pour la santé, mais d'un point de vue qualité nutritionnelle que leurs homologues conventionnels. Aussi qu'ils sont plus transparents, plus naturels, qu'ils ont parfois un goût différent que celui d'un bio, mais aussi sur des considérations qui sont en plus externes un petit peu aux produits, on va avoir des mécompréhensions en termes d'obligations sur les packaging, sur la localité du produit, voire des petites confusions entre bio et fair trade sur des produits un petit peu spécifiques comme la banane et le café. Donc finalement, en fait, l'ensemble de ces études, elles nous montrent que les consommateurs ne comprennent pas systématiquement très bien ce que c'est qu'un produit bio. Et nous, ce qui nous intéresse en tant qu'économistes, c'est de savoir ce que ça a en termes de conséquences de comportement d'achat, qui est ces petites associations d'informations erronées qui existent. Et nous, on s'est intéressé à un effet de halo qui est peu étudié dans les sciences économiques et qui pourtant est un sujet d'intérêt de nos collègues agroécologues. C'est le fait que les consommateurs associent le label bio aux pratiques qui sont forcément les plus vertueuses pour la biodiversité. Donc, on vient de le voir précédemment qu'il y a quand même des petites tendances qui peuvent permettre de questionner un petit peu ça. Et on s'est intéressé à un produit en particulier sur lequel il y a des études qui montrent que c'est visible, qui est le vin. Donc l'idée, c'est pas du tout de remettre en question le fait que la viticulture biologique, elle a des performances dans ce domaine. On vient de le voir, en moyenne, un produit bio, donc ici un vin bio, il est associé à un vignoble qui présente une biodiversité riche et préservée. Mais le fait est que on a des pratiques qui sont très vertueuses et que Adrien donc, nous a présenté en conclusion de sa présentation, qui ne sont en fait finalement pas explicitement requises dans le cahier des charges de la certification, comme par exemple tout ce qui va considérer la protection des espaces semi-naturels. En fait, finalement, ce n'est pas un critère strict de la certification biologique que de préserver la biodiversité. J'espère que je ne vais pas faire hurler quand je ne dis ça, c'est-à-dire que je peux produire un vin bio sans qu'il y ait une vérification du niveau de biodiversité dans ma parcelle. Et ça paraît évident, mais ça ne l'est pas forcément pour nos consommateurs. Nos consommateurs, ils considèrent aujourd'hui que l'agriculture biologique, c'est l'itinéraire technique optimal pour préserver la biodiversité. Et en fait, c'est sur cette petite zone de friction entre des croyances et la réalité du cahier des charges que nous avons décidé de travailler. Et pour travailler là-dessus, il a fallu qu'on soit en capacité de transmettre une information appréhendable par le consommateur, mais issue de données réelles sur la biodiversité des parcelles dont sont issus nos vins. Donc nous avons créé un indicateur qui s'appelle le BiodiveScore et qui va permettre de spécifier, d'indiquer la performance de biodiversité, la richesse et la diversité spécifique qu'on va avoir sur les parcelles qui sont associées à différents vins d'un panel spécifique, qui est notre panel d'études. Et donc, à tous les vins de notre panel d'études, nous avons pu leur associer un niveau de biodiversité plus ou moins fort, compte tenu de la diversité qu'on avait au sein de ce panel. Et l'idée, en fait, c'était de confronter nos consommateurs à des produits, donc ici, des vins, je le rappelle, qui vont dans le sens de leurs croyances, donc des vins bio qui présentent le niveau de biodiversité le plus élevé du panel, et d'autres qui contredisent leurs croyances. C'est-à-dire, par exemple, des vins conventionnels, ou en tout cas des vins non labellisés, qui présentent le niveau de biodiversité le plus élevé du panel, et à l'inverse, des vins bio qui présentent un niveau de biodiversité qui n'est pas le plus élevé du panel. Et donc l'ensemble des informations que je vous présente là et que nous avons présentées à nos consommateurs sont exactes et sont bien issues de données de terrain qui ont été récoltées. Et donc nous avons présenté ces produits à plus de 300 consommateurs que nous avons soumis à ce qu'on appelle un protocole sous incitation monétaire pour mesurer leur consentement à payer. Et donc ces méthodes d'économie expérimentale, finalement, elles permettent de mesurer le consentement à payer des consommateurs pour des vins en fonction des informations qui sont mises à leur disposition.
Ces informations, je vous le rappelle, ce sont labellisées, non labellisées et un niveau biodivscore. Donc le consentement à payer, c'est le montant maximum qu'un individu est prêt à débourser pour un produit, compte tenu des informations qu'on lui a données. Et donc il se situe juste en dessous de la fourchette des prix qui sont trop élevés pour lui. Et quand je parle de mesurer ici, l'idée, en fait, c'est pas uniquement de questionner les consommateurs sur ce montant, mais bien de faire en sorte qu'il y ait une réalité économique pour eux. Donc, chacune de leurs déclarations les implique potentiellement dans un acte d'achat qui peut avoir lieu en fin de séance sous la forme de vente aux enchères. Donc, on pourra revenir sur ce détail-là si vous en avez besoin. Et donc, finalement, quand on soumet différents groupes de consommateurs à notre protocole sous incitation monétaire, qui va donc permettre de mesurer le consentement à payer des consommateurs pour les différents vins qui présentent des caractéristiques qui sont différentes. La première chose qu'on a comme résultat, c'est celui qui est affiché à l'écran, c'est nos consommateurs, ils réagissent positivement à une information sur la biodiversité. Quand je leur présente uniquement le biodivscore qui est associé au vin, ils vont valoriser un bon biodivscore avec une moyenne d'augmentation de consentement à payer de plus de 12%, et plus 53% pour les 10% les plus demandeurs. Mais aussi, à l'inverse, ils vont dévaloriser un vin qui présente un biodivscore qui est moins bon, indépendamment du label qui est associé. Donc, ce que ça veut dire, et c'est très intéressant, c'est que nos consommateurs, ils sont prêts à payer plus cher pour une caractéristique d'un produit qui ne va avoir aucun impact direct sur eux. Ce n'est pas comme une caractéristique sur la santé, par exemple. Deuxième résultat, pour les consommateurs, un vin bio est obligatoirement issu d'une exploitation où la biodiversité est la plus riche possible. C'est un phénomène qu'on observe en moyenne, mais en détail, pas systématiquement. Et cette croyance, elle est vérifiée lorsqu'on observe, d'un point de vue de comportement économique, lorsqu'on compare les consentements à payer de deux groupes de consommateurs à qui on n'a pas donné les mêmes informations. En fait, les consommateurs à qui on a donné uniquement l'information label bio ou un groupe de consommateurs à qui on a donné l'information label bio plus biodivscore A vont avoir un comportement d'augmentation de consentement à payer qui est exactement le même. Ce qui veut dire soit que pour notre groupe auquel on a donné l'information label bio uniquement, eh bien, ils vont considérer déjà que implicitement cette information bon en biodiversité existe, ou alors que les autres considèrent que l'information biodivscore A est en quelque sorte redondante par rapport à l'information label bio. Sachant que précédemment, on a montré que cette information biodivscore A seule était valorisante. Et enfin, le dernier résultat nous dit que présenter au consommateur un vin bio qui n'a pas un bon biodivscore, donc ici un biodivscore qui fait partie des moins bons de sa catégorie, enfin, du panel, présente un risque de perte de consentement à payer qui est significatif. Donc ça veut dire que quand je présente à mes consommateurs un vin bio, et qu'ensuite je lui dis, grâce à mon information biodivscore, qu'il fait partie des vins qui ont le niveau de biodiversité le moins élevé du panel, eh bien, il va dévaluer son consentement à payer, de sorte que cela peut aller jusqu'à supprimer totalement le surplus de consentement à payer qui était associé à la présence du label. Or, le gain qui est associé à la présence du label, de nombreuses études ont démontré que voilà, c'est quand même une information qui est robuste et qui est rassurante pour le consommateur. Donc du coup, l'apport de cette information contradictoire pour le consommateur, ça peut aller vraiment jusqu'à annuler les gains qui sont liés à cette certification seule. Pour conclure très rapidement, parce que Pauline m'avait donné 10 minutes et j'ai déjà dépassé, première chose, et c'est plutôt positif, les consommateurs ils sont prêts à valoriser économiquement dans leurs actes d'achat la préservation de la biodiversité. Deuxième chose, la mauvaise compréhension des engagements des agriculteurs dans les démarches labellisées, elle peut être risquée pour le secteur si on va à l'encontre d'un ensemble de croyances qui, pour autant, ne sont pas toujours très faciles à anticiper. Ensuite, le fait que cet engagement optimum pour la préservation de la biodiversité, qu'on observe de façon assez massive dans les exploitations agricoles qui sont engagées au bio, mais qui n'est pas strictement une obligation à intégrer dans le cahier des charges, en tout cas ce qui considère tout ce qui va être autour de la parcelle et qui va avoir un impact très fort sur la biodiversité à l'intérieur de la parcelle, eh bien ça, finalement, ça pose quelques questions. Et en fait, j'ai l'impression que je soulève le même questionnement que Adrien. C'est est-ce qu'il faut
finalement rajouter des pratiques dans le cahier des charges, ou alors est-ce qu'il faut s'intéresser à développer des labels Bio Plus qui finalement permettraient de valoriser encore plus les agriculteurs qui développent des pratiques en termes de biodiversité. Et enfin, je ne me voyais pas conclure sans aborder rapidement le cache investigation de début juin et les réactions qu'il a soulevées, donc sur un autre registre. Là, on est vraiment sur la croyance associée au label sur le fait qu'il n'y a aucune utilisation de produits et qu'en plus ces produits sont naturels, donc forcément ne représentent aucun risque pour la santé. Et sans rentrer dans le débat sur est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux, là on voit bien qu'il y a un risque énorme pour le secteur pour ce qui est de ne pas contrôler l'information qui est transmise finalement aux consommateurs et au grand public, et le fait que cette communication puisse être réalisée sous un angle qui peut être extrêmement fragilisante pour le secteur. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'ai largement dépassé. Merci Léa. Est-ce qu'il y a des questions suite à cette présentation ? Bonjour, Jessica Lécuyer. Vous l'avez peut-être déjà dit, mais dans ce Nutri-Score, dans ce Biodiv-Score, est-ce que vous preniez la biodiversité réelle ou les actions mises en place pour développer la biodiversité ? Alors, en effet, c'est une question qui est très intéressante et qui fait partie, alors je ne vous les ai pas présentées, mais des limites de notre Biodiv-Score tel qu'il est construit. Donc, il nous sert ici d'outil de recherche, mais voilà, qui devrait être vraiment largement amélioré pour être déployé. Là, en fait, on s'est servi de données de terrain sur la richesse spécifique et la diversité spécifique qu'il pouvait y avoir donc sur différents types de taxons dans les parcelles, mais pas du tout en lien avec les pratiques. Voilà. Bonjour, Gonaëlle Le Guillou, directrice de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine. Je vais forcément réagir à votre présentation qui est super intéressante. Moi, je suis ravie de savoir que le consommateur est prêt à payer plus cher pour défendre l'environnement et pas uniquement la santé. Ça, c'est un apport, je pense, extrêmement important. Juste une remarque pour revenir sur votre présentation. Je suis d'accord avec vous sur le fait que dans les plans de contrôle de l'agriculture biologique, la biodiversité n'est pas mesurée. En revanche, là où je suis en désaccord, c'est lorsque vous dites que le cahier des charges ne prévoit pas de dispositions sur la biodiversité, tout simplement parce que dans une réglementation européenne, il y a le texte et puis il y a les considérants, c'est-à-dire toute la philosophie du texte. C'est un peu différent de la réglementation française. Donc les considérants font partie, c'est-à-dire toute la philosophie du texte, de pourquoi est-ce qu'on a adopté ce texte et que vise-t-on à travers cette réglementation européenne pour l'agriculture biologique. La biodiversité est citée et c'est toute la spécificité finalement de l'approche globale qu'est la bio. Il y a la biodiversité, il y a aussi le respect du consommateur. Le texte agriculture biologique a certainement été la première réglementation agricole à considérer que le consommateur devait comprendre quelle était la réglementation applicable. Donc on a un texte qui est parfaitement lisible, alors peut-être pas par les voisins et les voisines, mais en tout cas par des gens qui ne sont pas forcément juristes. Et donc moi, voilà, j'attire juste votre attention sur le fait que c'est un argument qu'on nous oppose beaucoup, à savoir que la réglementation ne prévoit rien sur la biodiversité en agriculture biologique. C'est faux. En revanche, je suis complètement d'accord sur le plan de contrôle. C'est un point qui n'est pas contrôlé aujourd'hui. Deuxième chose, et c'est une question, à combien le consommateur valorise une bouteille de vin avec un Biodiv-Score A ? Parce que là, je complète, mais à partir du moment où vous avez une réglementation qui vise à plaire au consommateur, sans résidus de pesticides, parce que finalement, c'est ce qu'il attendra, avec une forte biodiversité, avec le respect du travail humain, avec l'absence d'utilisation de pesticides chimiques de synthèse, engrais chimiques de synthèse, désherbants chimiques, etc., à combien, finalement, le consommateur, dans votre étude, a justifié son Biodiv-Score A ? Combien ça coûte ? Combien est-il prêt à mettre en argent ? Donc, comme je vous le disais, là, en fait, c'est un protocole en différentes étapes, dans lequel, dans la première étape, avec différents groupes, mais là, on va s'intéresser juste au groupe qui nous intéresse pour répondre à cette question. Dans la première étape, on va donner des indications aux consommateurs sur le profil organoleptique de chacun des vins qui sont proposés.
À partir de cette première étape, il va nous donner un premier consentement à payer. Et ensuite, dans le groupe qui nous intéresse là, dans la deuxième étape, on les informait sur les différents niveaux de biodiff score de chacun des vins. Et donc, ce qu'on observe pour les vins sur lesquels on avait un biodiff score A, donc il y en avait 2, on a une augmentation en moyenne de 12% du consentement à payer entre ces 2 étapes, qui est exactement la même, alors que les 2 vins initialement n'étaient pas appréciés de la même façon. Et ce qu'on a remarqué aussi, ce que je vous ai noté, donc ça c'est ce qui se passe en moyenne sur ce groupe-là qui était de 120 consommateurs. Mais quand on s'intéresse aux plus demandeurs, parce que c'est finalement des marchés spécifiques qui sont ceux qui vont valoriser le plus ce genre de démarche-là, donc sur les 10% les plus demandeurs, ils ont une augmentation de plus de 53% de leur consentement à payer entre eux uniquement une information sensorielle, qui est quand même très importante pour un produit comme le vin, et une information sur la biodiversité. Donc voilà, j'espère que ça a répondu. Pas totalement. En partie, juste dans les données qu'on a nous, quand on interroge sur le consentement à payer un consommateur, il vous dit pour une bouteille de vin bio, je suis complètement prêt à mettre 8 €. Quand vous regardez la moyenne des prix des vins bio en scan, en grande distribution, on est à 4 €. Donc, globalement, je voulais juste faire aussi une intervention en disant le consentement à payer, c'est super. Dans votre étude, ça veut dire qu'il est prêt à le faire. Mais c'est exactement, on est tous consommateurs ici et on se raconte aussi des choses de moi, je suis complètement prêt à faire des efforts pour la biodiversité. Arriver en grande surface, au final, ce consentement à payer-là, il ne se retrouvera pas totalement dans le caddie. Alors, c'est pour ça que d'une part, je vous parle d'augmentation de consentement à payer, donc pas de valeur absolue, mais bien de valeur relative entre 2 étapes. Ensuite, deuxième chose, c'est en effet important de remettre en contexte le fait qu'on est dans finalement un contexte en laboratoire et pas dans une situation de living lab où on aurait observé des individus qui sont en train de faire leurs achats en magasin. Et ensuite, troisième chose, le protocole sous incitation monétaire, finalement, il permet quand même d'avoir une certaine robustesse des données qu'on va observer comparativement à un questionnaire qu'on aurait diffusé où là, on est uniquement sur des déclaratifs. Le déclaratif, il est très intéressant parce qu'il nous permet de toucher un panel assez important d'individus et du coup, il va nous donner une idée des tendances. Mais par contre, on est bien d'accord qu'entre ce que je déclare et ce que je fais, il y a de grandes différences. Là, on est dans nos protocoles sous incitation monétaire un petit peu plus en lien avec ce que je fais concrètement, puisque je suis impliquée dans l'ensemble des déclarations que je fais avec l'argent que j'ai dans ma poche, quoi. Donc voilà. Donc oui, effectivement, il faut bien garder en tête que c'est une étude en laboratoire. Maintenant, on est quand même sur des valeurs, une robustesse de données qui est un petit peu supérieure à celle qu'on observe sur des enquêtes en déclaratif. Juste une petite réaction du coup à votre intervention sur le prix de vente moyen en grande distrie. On ne peut pas non plus charger le consommateur de tous les maux. Il faut aussi que les filières cessent de vendre à des prix qui ne sont pas les vrais prix. Parce que tant qu'il y aura des vins bio à 4 € en grande distribution, on vendra massivement des vins bio à 4 € en grande distribution. Donc les cahiers des charges et les mesures d'encadrement et de contraintes sont là normalement, et donc effectivement ils sont insuffisants pour supprimer ou réduire ce type de pratique. Mais en magasin bio spécialisé, vous vendez des vins bio entre 7 et 12 €. Et effectivement, il y a des viticulteurs qui nous disent « Tiens, si tu veux, je te fais profiter de mon vin, je le vends à 4 € en GD, est-ce que tu en veux ?» Nous, la réponse, elle est non. Et le consommateur, on dit qu'il a le choix, mais il n'a pas pris conscience encore de son choix. Donc, à mon avis, c'est déjà aux intervenants de faire ce choix du prix. Je suis désolé. Bon, alors, une toute petite. Juste une intervention, parce que vous avez fait la pub de Cash Investigation. C'est la plus mauvaise audience de Élise Lucet en 3 ans. Et pourtant, toute la profession l'a regardée. Donc, on était tous mobilisés. Et sur les 2 intrants naturels qu'elle a mis en avant, le BT et le spinosade, la ville de Paris met des grands panneaux pour expliquer à tous les citoyens parisiens qu'elle respecte les traitements dans les parcs avec ces 2 intrants-là. Et donc, voilà, je pense que ça a été trop technique et
c'est contre-productif, surtout pour elle. Je vais juste préciser que je ne suis pas spécialement en accord avec l'enquête qui a été diffusée, mais ça permet bien d'illustrer le risque d'une perte d'emprise de l'information. Il faut que le secteur se saisisse des risques potentiels avant que Élise Lucet ne le fasse, ou d'autres. Ok, merci beaucoup. Déjà, on remercie beaucoup Léa pour son intervention.